Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication d'Emeria. Vous parlez d'un sujet alors, qui est évidemment passionnant, dont on parle beaucoup, mais vous disruptez un petit peu, et on va en parler avec vous, de l'inclusion. L'inclusion jusqu'où? Et j'invite tous ceux qui nous regardent à se pencher sur votre tribune écrite sur le site Focus RH, qui est justement publié sur ce sujet. L'inclusion, oui, mais jusqu'où? Et justement, je vous pose la question, c'est un mot très à la mode, ce mot inclusion. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces, chez les politiques comme dans l'entreprise, et on en parle beaucoup sur ce plateau. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce mot qui, objectivement, peut parfois irriter? Vous avez raison, il peut irriter, et probablement parce qu'il fait partie de ces mots dits à la mode. Je ne sais pas pourquoi, il y a un moment dans les conversations, dans les médias, il y a des mots qui reviennent, puis qui polluent un peu le discours, et du coup, la contrepartie, c'est que ça irrite. Mais derrière ce terme d'inclusion ou d'intégration, il y a la notion, en fait, tout simplement, en fait, de respect et de considération des uns et des autres, des hommes et des femmes notamment. Donc voilà, ça commence là, en fait. Mais ça commence uniquement là. Donc après, il y a d'autres communautés aussi qui, au sein de la communauté nationale ou dans l'entreprise, peuvent se sentir parfois à l'écart, souvent d'ailleurs à juste titre. Je pensais aux personnes handicapées, aux LGBT, dans certains cas aux jeunes, dans d'autres cas aux vieux, souvent les femmes. Donc voilà, c'est ne faire qu'un et considérer les uns les autres de la même façon, avec la même valeur. C'est pas ce qui fait votre singularité qui fait votre valeur, ça fait votre personnalité. Après, c'est vos compétences dans l'entreprise qui font votre valeur, et pas si vous êtes un homme, une femme, un jeune, un vieux, surdiplômé ou pas surdiplômé. C'est vrai que c'est un mot qui est vraiment énormément mis en avant, un peu un mot valise d'ailleurs, parce que vous évoquez plusieurs sujets à l'intérieur de ce mot. Et chacun y met aussi ce qu'il veut derrière. Donc on peut aussi en faire un sujet de polémique, on peut en faire un sujet politique, alors que c'est pas du tout ça. Il s'agit juste de se respecter les uns les autres. C'est vrai que c'est pas le respect, c'est pas le mot forcément le plus à la mode, mais le respect, c'est quand même très important. Respect, c'est quand même très important dans une communauté, notamment dans celle de l'entreprise. Justement, inclusion jusqu'où, qui est le titre de votre tribune, qui est avec un point d'interrogation, qui est quand même une question, voilà, un petit peu pour la gratter. Vous dites quoi? C'est inclusion, oui, mais avec modération, pour reprendre une vieille formule? Non, pas avec modération. Je pense que la limite de l'inclusion, c'est l'exclusion. Donc il n'y a aucune modération à avoir dans l'inclusion. Enfin, le respect, il n'y a pas de limite à avoir dans le respect vis-à-vis des autres. Si ce n'est il y a un respect ou pas de respect. Voilà, il y a un respect ou il n'y a pas de respect. Par contre, parfois, comme je le dis, la limite, ça peut être l'exclusion. On n'a pas encore évoqué l'écriture inclusive. Ça, c'est la polémique, le sujet. Parlons-en. Le sujet sur lequel tout le monde adore disserter. L'écriture inclusive, c'est quoi? Moi, j'ai toujours été favorable. L'écriture inclusive, c'est quoi? C'est quand vous rentrez dans une assemblée avec des collaborateurs et des collaboratrices, vous ne dites pas bonjour messieurs, vous dites bonjour messieurs dames. C'est un peu plus technique, l'écriture inclusive. Non, justement. En fait, le seul point, jeu de mots, le seul point qui réellement fait polémique, parce qu'en fait, l'écriture ou le discours inclusif, en fait, il est totalement transparent, les gens ne s'en rendent pas compte, et souvent ceux qui se prétendent contre, finalement, l'utilisent malgré eux, parce que c'est limite naturel aussi d'être respectueux des autres. Le seul point qui fait polémique, c'est ce fameux point médian ou point milieu, qui est une forme d'écriture que là, je trouve, pour le coup, c'est pas que je la trouve, c'est qu'elle est excluante, parce qu'aujourd'hui, les moteurs de lecture pour les personnes malvoyantes n'arrivent pas à bien détecter ou bien lire ces textes-là. Donc ça exclut une partie. Là, j'aurais plutôt tendance à vouloir le mettre de côté. Mais au-delà de ce point qui fait polémique et que les pros ou les anti utilisent comme la définition et comme référence pour parler de l'écriture inclusive, en fait, c'est rien du tout, ça. Vous utilisez des termes épicènes, des termes qui englobent, qui intègrent tout le monde, et vous parlez de façon très respectueuse aux uns et aux autres, et aux unes et aux autres. Et puis, voilà, vous êtes inclusif parce que vous avez intégré tout le monde et vous n'avez pas mis d'échelle de valeur entre les uns et les autres, là, en l'occurrence, entre les hommes et les femmes. Frédéric, qu'est-ce que vous conseillez justement aux entreprises pour qu'elle ait une image employeur justement inclusive, sans trop en faire, et évidemment sans être dans le pas assez ou dans le trop peu? Enfin, c'est une question de dosage, en fait. Alors, le risque, c'est d'être caricatural ou d'en faire beaucoup trop. Le seul conseil, c'est même pas un conseil, c'est plutôt du bon sens. Il faut être juste naturel. En fait, la question ne devrait pas se poser. On devrait, dans son image employeur, représenter la société et sa société
telle qu'elle est, c'est-à-dire dans sa diversité, avec les hommes et les femmes, tout type de profil, tout type de personnes. Donc on ne devrait même pas se poser cette question-là. Il faut juste peut-être faire attention. En se la posant, un professionnel peut se la poser, de peut-être pas tomber dans la caricature. Si vous voulez représenter des personnes en situation de handicap, ne les limitez pas à un document RH qui parle du handicap. Non, les personnes handicapées, elles sont dans toutes les fonctions. Alors, tous les handicaps ne sont pas visibles, bien sûr. Mais pour représenter le handicap, il faut choisir un handicap qui soit visible. Mais on ne le cantonne pas à un document sur la politique RH et puis après, il n'y a plus d'handicapés dans l'entreprise. Qui deviendrait un alibi ou en tout cas... et qui va paraître comme tel. Comme un alibi, en tout cas, de communication. D'ailleurs, un outil de communication qui serait d'ailleurs malsain. On comprendra très vite. De toute façon, ça passe pas. Si c'est mal fait, ça passe pas. Et on s'en rendra assez rapidement compte. Ouvrons les portes d'Emeria. Un exemple concret, Frédéric, parce que vous pilotez la communication. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites sur ces sujets-là, justement? Si je prends comme exemple, alors depuis 5 ans que je suis arrivé dans le groupe Emeria, j'ai instauré une représentation justement de toute cette diversité pour inclure toutes les catégories de personnes qui font partie autant de nos clients que de nos collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. En 2019, la première campagne de recrutement, par exemple, avec peu de moyens, il y avait un seul visuel et c'était une jeune femme noire qui représentait l'entreprise. Ça n'a posé de problème à personne. Alors personne n'avait eu l'idée de le faire avant, mais quand vous le faites, ça ne pose de problème à personne, donc c'est formidable. Aujourd'hui, avec un peu plus de moyens et une campagne d'image employeur qui vient accompagner une campagne publicitaire télé, on a 3 représentations. On a la représentation d'une femme un peu forte, parce que la grossophobie, c'est aussi une forme de discrimination. Évidemment. Une femme un peu ronde, je dirais, elle n'est pas forte, elle est ronde, mais voilà, elle est magnifique pour ce qu'elle est. On a un jeune black, qui n'est ni un jeune délinquant en réhabilitation, ni le super sportif ou le super beau gosse, super stylé. Donc on sort de la caricature. Un garçon normal. Il est limite banal, mais parce que tous les collaborateurs et les collaboratrices ne sont pas des superstars sur les podiums. Donc voilà, ce sont des gens normaux, dans le plus beau sens du terme. Et puis la troisième personne, c'est une personne en situation de handicap parce qu'elle est en fauteuil. En revanche, on a veillé à ce que l'on voit, évidemment, puisque c'est le message qu'on veut renvoyer, le fauteuil, mais d'une façon très discrète, parce que le sujet, ce n'est pas le handicap ni le fauteuil, c'est bien la personne et les compétences qu'on recrute. Il se trouve que cette compétence-là, elle est en fauteuil. Ça fait partie de son parcours ou de sa situation personnelle, mais on la recrute bien pour ses compétences et non pas pour le fauteuil. C'est un comédien, c'est ça qui joue le rôle d'un handicapé. Dans les 3 cas, ce sont. C'est important de le préciser. Ce sont des comédiens, oui. C'est-à-dire que c'est un rôle assumé qui est joué par un comédien. Alors c'est un rôle assumé qui est par un comédien. Il se trouve qu'on a fait le choix de jouer l'inclusion jusqu'au bout, et c'est un comédien qui se trouve être lui-même en situation de handicap et dans un fauteuil. C'est-à-dire que l'inclusion, c'est pas seulement le discours et l'image. C'est ça. Il faut aller jusqu'au bout. Un comédien en fauteuil a beaucoup plus de difficultés pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à des rôles, à des shootings, qu'un comédien valide. Donc on ne va pas aller prendre un valide pour le mettre dans un fauteuil. Il faut jouer l'inclusion jusqu'au bout. En tout cas, pour conclure, il y a quand même l'idée qu'il ne faut pas jouer comme un outil de communication avec ces sujets, parce que vous parlez de bon sens, vous dites qu'il y a une forme d'évidence à tout ça. Est-ce qu'on utilise trop finalement ce concept? C'est peut-être ça que vous voulez dire aussi. On l'utilise trop parfois à mauvais escient. On l'utilise trop ou on l'utilise mal. Ouais. Alors, il faut communiquer sur ces sujets, mais ce ne sont pas des sujets de communication. Donc on ne fait pas de la com à partir de ces sujets. En revanche, ces sujets existent. Il faut aussi les promouvoir, les valoriser. Alors là, ça mérite qu'il y ait une communication qui s'y intéresse et qui mette le projecteur. Mais ce n'est pas des prétextes pour communiquer, pour faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Ça, c'est éminemment important. Focus RH, ça c'est le site sur lequel vous avez écrit votre tribune, qui reprend tous les éléments que vous nous avez développés sur ce plateau avec grand plaisir. Merci Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. À très bientôt, j'ai envie de vous dire bon vent et bonnes vacances. Parce que les vacances approchent, évidemment. Bel été à vous et à toutes vos équipes, évidemment, qui nous accompagnaient, qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Je leur fais un petit coucou au passage. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Grand entretien avec Thibault Langsade. Alors, il a une double casquette, voire triple. Il est à la tête de Lumines, qui est une belle entreprise. Et puis, il est président du conseil d'administration depuis très peu, d'ailleurs, de l'URSSAF. Et puis, il a été mandaté comme ambassadeur pour la participation et l'intéressement. On est au cœur de l'actualité, évidemment, avec cette question du pouvoir d'achat, des grèves, une grogne sociale et un projet de loi qui arrive à l'Assemblée. Quelles sont les propositions de Thibault Langsade? Puis on parlera avec lui évidemment de l'URSSAF, qui est une institution bien connue et mal connue finalement des Français et des entrepreneurs. Voilà tous les sujets qu'on traitera dans le cercle RH juste après la pause.